Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes qui nous suivez en direct, bonjour. Je voudrais vous donner lecture du communiqué qu'a sanctionné le Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 12 juillet, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour du Conseil de ce jour comportait 19 mesures générales, dont un projet de loi et 18 projets de décret, 3 mesures individuelles et une communication. Je voudrais à présent vous donner l'économie donc des points qui ont été évoqués au cours de ce Conseil. Comme je vous l'ai indiqué, le Conseil a adopté un projet de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi de révision de la loi du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. En outre, les chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16 portant sur les dispositions transitoires et finales intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République et de la vacance de la présidente de la République et du statut des institutions et contenant les articles 179 à 182 étant devenus caducs, ils sont appelés à être abrogés. Toujours dans le cadre des mesures générales, je vous ai annoncé 18 projets de décret, donc je vais à présent évoquer tous les projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 50 millions de dollars US, soit environ 30 milliards 554 millions de francs CFA, conclu le 13 mai 2023 entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, donc la BADEA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de contribution à l'augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, qui projette en effet une augmentation de son capital à hauteur de 1,5 milliard de dollars US, soit environ 837 milliards de francs CFA. Et ce, en vue du renforcement de la cadence de ces actions en faveur donc des États membres. Cette opération, qui finance l'apport de notre pays, permettra d'appuyer le secteur privé de l'UEMOA afin de consolider la croissance économique dans cet espace communautaire et d'améliorer les conditions de vie des populations. Le second décret porte sur la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola
relatif à l'exemption réciproque de visa d'entrée pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Cet accord vise à faciliter le déplacement des personnalités, des autorités et des ressortissants des deux pays détenteurs de passeports officiels en Angola et réciproquement en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou de leur participation à des activités ponctuelles. Il s'agit notamment des membres du personnel diplomatique ou consulaire en mission ou en transit, ainsi que des membres de leur famille. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant attribution d'un permis de recherche minière, dont 3 valables pour l'or et 1 valable pour le coltan. En ce qui concerne donc des permis de recherche valables pour l'or, ils ont été délivrés respectivement à la société Goldfinder Côte d'Ivoire SARL dans le département de Divo, à la société Birimian Géologie Exploration SARL, en abrégé Birimgex SARL, dans les départements de Tabo, de Djekanou et de Tumodi, à la société Goldridge Resources SARL dans le département de Bundiali et de Kouto. Pour ce qui est donc du permis valable pour le coltan, il a été délivré à la société Gugenex Côte d'Ivoire SARL dans le département de Béoumi et de Botro. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée donc, de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère de la fonction publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant uniformisation de la date de départ à la retraite des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi qu'une date unique de radiation pour tous les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite au cours de la même année. Ainsi, quelle que soit la date anniversaire de leur naissance, ils fixent au 31 décembre la date de départ à la retraite de tous les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite au cours de la même année et fixe au 1er janvier de l'année suivante la date de leur radiation de la fonction publique. Par conséquent, les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite avant le 31 décembre de l'année en cours sont maintenus en activité jusqu'à cette date et radiés le 1er jour de l'an suivant en vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière des personnels de l'État et de ses démembrements et d'assurer efficacement leur renouvellement. Il faut signaler que cette préoccupation avait été émise par les fonctionnaires lors du dialogue social conduit bien sûr par le ministère de la fonction publique. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites des quartiers Bonoumé et Sinakassi impactés par le projet d'assainissement et de résilience urbain, le PARU, dans la commune de Cocody. Ce projet vise à améliorer la capacité de gestion des eaux pluviales dans la commune de Cocody avec la construction de systèmes importants de drainage primaire et secondaire en vue de protéger durablement les populations et leurs biens contre les inondations. Il comprend plus précisément l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales
dans les bassins versants de la Riviera, le Talweg de Bonoumé, et du quartier Sinakasi, Mputo, dans la commune de Cocody. Le présent décret transfère les sites impactés par le projet au domaine de l'État afin de créer les conditions d'une bonne conduite des travaux et de préserver les ouvrages contre toute forme de dégradation. Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 4 septembre 2013 portant procédure et modalités d'exécution des dépenses des projets financés sur ressources du contrat de désendettement et de développement. Il faut noter que notre Code des marchés publics consacre la séparation des fonctions, donc de passation de marché, de celles des fonctions de contrôle, donc exercées par la DGMP, et de celles des fonctions de régulation, exercées donc par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Ce décret met donc un terme à la représentation de la Direction générale des marchés publics, la DGMP, dans la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres, les COJO comme on les appelle, relatives aux marchés financiers sur ressources du contrat de désendettement et de développement. Toutefois, la DGMP conserve donc ses prérogatives de contrôle a priori durant toutes les opérations de passation de ces marchés. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un ensemble de 7 décrets. Le premier décret porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement des écoles doctorales en Côte d'Ivoire. Ce décret vise à harmoniser le processus de création et d'accréditation des écoles doctorats en vue de garantir la qualité des formations doctorales et d'assurer le parcours professionnel des post-doctorants. Il s'agit de mettre en place des structures de formation et de recherche publiques ou privées, fédérant notamment les unités ou des équipes de recherche, des laboratoires, des centres et instituts, des écoles supérieures et des entreprises, le tout articulé autour d'une formation doctorale ouvrant une ou plusieurs spécialités d'un domaine de formation donné. La finalité est de conduire des recherches orientées vers les besoins locaux et plus ouvertes sur le monde donc de l'entreprise. À cet effet, ce décret définit les conditions de création de l'école doctorale, détermine ses missions et précise ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement. Les 6 autres décrets que nous avons évoqués, quant à eux, portent sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement respectivement de l'université Alassane Ouattara à Bouaké, de l'université Jean-Lorion Guédé à Daloa, de l'université Peleforo Gouan Koulibaly de Korogo, de l'université de Mans, de l'université de San Pedro et de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'UVCI. L'ensemble de ces décrets concourt à mettre en cohérence les missions, les organes et les modalités de fonctionnement des établissements universitaires que nous venons de citer avec les exigences académiques nationales, sous-régionales et internationales.
Conformément à ces exigences consacrées par la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, ces établissements universitaires nationaux sont transformés en établissements publics administratifs à caractère scientifique et technologique, EPAST, et liés à l'État par des contrats de performance qui définissent l'ensemble de leurs activités ainsi que leurs objectifs. Cette réforme de fond vise à garantir le développement d'offres de formation qui ciblent l'aménagement durable du territoire, valorise davantage les potentialités économiques de nos régions et contribue significativement à la consolidation de l'économie nationale. Au titre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif au certificat de qualification professionnelle, en abrégé CQP. Ce décret réorganise le processus de délivrance du certificat de qualification professionnelle. Désormais, il est délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle ou son délégataire suite à une formation technique et professionnelle ayant fait l'objet d'une évaluation pour attester de la maîtrise des savoirs et savoir-faire dans un domaine donné lié à une branche professionnelle. Tout CQP ne sera créé que selon les besoins de la branche professionnelle concernée, avec le concours du Conseil national des branches professionnelles et des structures étatiques. En outre, la formation, l'évaluation et la certification impliqueront une synergie d'action et d'intervention entre les structures étatiques et le secteur productif, de sorte que le CQP puisse répondre efficacement aux besoins spécifiques d'un emploi propre à une branche professionnelle et garantir aux entreprises une main-d'œuvre qualifiée et adaptée à leurs besoins. Le deuxième décret institue l'approche par compétences, l'APC en abrégé, dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'approche par compétences permet d'analyser avec précision les modalités d'exercice des emplois en entreprise et de déterminer les compétences nécessaires à l'accomplissement adéquat des tâches liées à ces emplois. Ce décret introduit dans l'enseignement technique et la formation professionnelle des changements importants au niveau de l'élaboration des programmes, de la planification de la formation, de l'évaluation des acquis des apprenants, de la gestion centrale et locale de la formation en vue d'une meilleure articulation entre les formations techniques et professionnelles et le marché du travail. Tous les établissements de formation professionnelle et technique sont tenus d'assurer l'implantation et la mise en œuvre effective de l'APC sur une période transitoire de 3 ans. Pour ce qui est des mesures individuelles, nous vous en avons annoncé 3. Donc, je vais vous donner à présent donc lecture des mesures individuelles qui sont essentiellement, vous le savez désormais, des décisions de nomination. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. André Philippe Gauze, ambassadeur premier échelon, en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à Milan, en Italie. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de Madame Mansila Edmé Clémence,
professeur titulaire en odontostomatologie, en qualité de directeur général de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, l'IPNET en abrégé, et de Madame Diallo Kadiata, inspecteur général en qualité de directeur du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, le CITFOR. Je vais à présent vous donner lecture de l'unique communication qui a été adoptée donc au cours de ce Conseil. Cette unique communication émane du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan partiel de la saison des pluies sur la période allant du 1er avril au 10 juillet 2023 dans le district autonome d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Les pluies abondantes qui s'abattent depuis le mois d'avril 2023 ont causé, hélas, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants en dépit des mesures préventives prises par le gouvernement. À la date du lundi 10 juillet, nous déplorons malheureusement 30 décès, dont 22 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Le gouvernement réitère sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées, aux blessés et à toutes les personnes sinistrées. Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque, l'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires, un appui particulier à la mairie de Grand-Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter, la destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Avec cette dernière communication, donc le Conseil a pris fin. Il n'y a pas eu de point de divers. La date du prochain Conseil a été fixée au 26 juillet 2023. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question de compréhension et d'éclaircissement sur le Conseil d'abord. Vous connaissez notre méthodologie. Et enfin, éventuellement, s'il en était le cas, des questions d'actualité diverses. Apparemment, le communiqué du Conseil est clair. Le compte-rendu a été compris par tous. S'il n'y a pas de questions donc, sur ce sujet, je suis à votre disposition pour les questions d'actualité. Si bien sûr il y en avait. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kouassi, journaliste à Abidjan.net. Monsieur le ministre, votre collègue de l'équipement et de l'entretien routier a annoncé que fin avril 2023, le 5e pont pourra être ouvert à la circulation. Nous sommes en juillet 2023.
le pont n'est pas encore ouvert à la circulation. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui fait blocage. Merci. Si vous permettez, la seconde question. Bon, allez-y sur la seconde question. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous avons préparé une conférence de presse du PPACI où le porte-parole déclarait, je lis, le PPACI a pris l'engagement de ne jamais renoncer à mener le combat jusqu'à ce qu'il aboutisse au rétablissement de son président de l'entièreté de ses droits. Or, le gouvernement, après avoir transformé toutes les institutions de l'État en instruments de répression contre ses citoyens, a opté pour la position de hors-la-loi, qui méprise les décisions de justice. Alors, Monsieur le ministre, le fait pour le porte-parole du PPACI de traiter l'État de Côte d'Ivoire de hors-la-loi, quel commentaire faites-vous? Merci. Alors, pour la première question, je veux rassurer nos concitoyens, rien ne fait blocage. Tout le monde a suivi l'évolution des travaux de ce pont, qui n'est pas loin de nous, et tout le monde a vu que ces travaux ont bien avancé. Pour ce qui est de l'inauguration, je peux rassurer donc l'ensemble de nos concitoyens qu'elle se fera très bientôt. Le ministre donc, de l'Équipement et l'Entretien routier se chargera de communiquer sur la date, mais je peux vous assurer que c'est imminent, tout comme est imminente l'inauguration du tronçon, du dernier tronçon de l'autoroute du Nord qui va jusqu'à Boaké. Ce sont des travaux qui sont achevés. Après, c'est des questions de programmation, c'est des questions de disponibilité des différents acteurs, mais je vous rassure, ça va se faire très bientôt. Je comprends l'impatience de nos concitoyens à utiliser ce joyau architectural. On a pu voir les différents partages d'images de ce pont sur les réseaux sociaux. C'est un pont qui plaît, on le sait, c'est un pont qui fait la fierté des Ivoiriens, on le sait également. Je leur demande juste quelques jours de patience. Oui, vous voyez, je chiffre ça même en jours. Et puis, ils auront donc leur pont. Pour ce qui est de la seconde question, vous savez, en termes de communication, un message est important, mais celui qui véhicule le message n'est pas moins important. Je ne veux pas revenir sur le passé douloureux de notre pays, mais il y a certaines personnes qui sont, de notre point de vue, disqualifiées pour tenir certains propos. Dire que l'État de Côte d'Ivoire a instrumentalisé les institutions pour en faire donc des instruments de répression peut surprendre quand on voit la liberté d'expression avec laquelle ceux-mêmes qui tiennent ces propos s'expriment. Si tant il est que nous avions transformé les institutions en instruments de répression, je ne pense pas qu'ils auraient cette liberté de ton. C'est déjà la première chose que je voudrais signaler. Et vous devez voir que dans ce pays, la liberté d'expression est assurée, la liberté d'expression est garantie, tout comme la liberté d'opinion. Les propos qui tiennent sont bien la preuve qu'aucune institution n'a été transformée en instrument de répression. Sinon, je ne suis pas certain que, avec des propos tels qu'ils ont tenus, ils seraient encore en liberté. C'est bien la preuve que chacun peut s'exprimer. Deuxièmement, quel commentaire faire sur le fait d'avoir traité l'État de Côte d'Ivoire comme État hors la loi? C'est le commentaire que j'ai fait en début. Quand vous avez été vous-même hors la loi, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. La seule chose que je peux demander, c'est que nos frères du PPACI
puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez dit que c'était au cours d'une de leurs conférences de presse, est un discours apaisant. La Côte d'Ivoire a trop souffert des divisions. On sait ce que leurs discours et leurs actes ont provoqué dans ce pays en 2010. Il y a eu des Ivoiriens épris de paix qui ont espéré que leur retour serait un gage de la paix, qui ont estimé que la paix ne pouvait se faire sans eux. Le chef de l'État a tout fait pour qu'ils rentrent. Le chef de l'État s'est même engagé, vous vous souvenez, à ce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent. Parce que beaucoup d'Ivoiriens estimaient qu'il était important qu'ils viennent pour contribuer à la paix. Je leur demande de penser à ceux qui ont mis leur espoir en eux. Parce qu'en même temps que beaucoup estimaient qu'on ne pouvait faire la paix sans eux et espéraient qu'une fois rentrés, ils allaient contribuer à la consolidation de cette paix, beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques et estimaient qu'ils n'avaient pas changé, ils ne pouvaient pas changer. Je leur demande de ne pas donner raison aux Ivoiriens qui étaient sceptiques. Je leur demande de ne pas décevoir ceux qui ont espéré que lorsqu'ils allaient rentrer, ils allaient contribuer à la consolidation de la paix. Voilà la seule chose que je peux dire. Voilà le seul commentaire que je peux faire. Je leur demande de ne pas donner raison à Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, primé, grand écrivain ivoirien, qui écrivait que le molosse ne peut changer sa déhontée façon de s'asseoir. Que le PPACI ne soit pas ce molosse. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Ejanenda. Monsieur le ministre, ma question va porter sur la situation des LGBT en Côte d'Ivoire. Récemment, le Cameroun a déclaré Jean-Marc Berton, ambassadeur français de la cause des LGBT personnes non grata, qui devait effectuer une visite du 27 juin au 1er juillet dernier. Le Sénégal également n'est pas favorable à la présence de cet ambassadeur dans son pays. Je voulais savoir quelle serait la position de la Côte d'Ivoire si jamais cet ambassadeur demandait une visite officielle à l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Je vous remercie, sauf que je n'ai pas de boule de cristal et que ce que vous me demandez, c'est d'avoir une boule de cristal et de deviner ce que serait la réaction de la Côte d'Ivoire. Notre pays est un pays tolérant. C'est ce que je peux dire. Bien, je pense que nous avons épuisé donc les questions. Je vous remercie pour votre attention.